La confrontation entre Tony et Parker a pris le devant de la scène dans les dernières semaines de la saison. Parker Waddell. Parker achète son propre terrain. Je sais ce que c'est et je n'en suis pas content. Kevin Beats a fait l'impensable. Il a tourné le dos à son père, Tony Beats, pour s'associer à Parker Schnabel, son plus féroce rival. La famille Beats, connue pour son lien indéfectible et sa quête incessante de l'or, n'a jamais vu cela venir. Tony, le Viking audacieux des Champs d'Or, a construit son empire avec sa famille à ses côtés. Mais maintenant que l'unité est brisée, comment Kevin pourrait-il laisser derrière lui l'héritage construit par son père? Pour unir ses forces à celles de quelqu'un que Tony a combattu pendant des années? Découvrons ce qui a conduit Kevin à faire un geste aussi audacieux et dangereux qui a brisé à jamais la relation avec son père. La rupture qui a changé la famille Beats pour toujours. Depuis toujours, Tony Beats est le visage d'une exploitation minière acharnée. Avec sa voix tonitruante et ses légendaires cheveux blonds, il a bâti un empire minier aurifère grâce à son courage et à son approche inébranlable des défis. Ses enfants ont grandi dans ce monde impitoyable, apprenant à travailler la terre et à utiliser des machines presque avant de savoir marcher. L'aîné des frères Beats semblait destiné à reprendre le flambeau avec son savoir-faire technique et sa volonté inébranlable de réussir. Pourtant, la relation entre le père et le fils n'a jamais été simple. Dans les coulisses, leur passion commune pour l'exploitation minière s'est souvent transformée en conflit houleux sur la façon dont les choses devaient être faites. Avant de nous plonger dans le sujet, il est clair que le choix de Kevin n'était pas seulement un geste audacieux. C'était une décision qui pourrait déchirer la famille Beats, et les retombées vous choqueront. Bien qu'il soit l'héritier présomptif, l'aîné des frères et sœurs semblait toujours agité sous l'ombre de Tony. Alors que son père privilégiait les méthodes à l'ancienne et la force plutôt que la finesse, il avait d'autres idées. Attiré par l'innovation, il a vu des opportunités dans la technologie et la rationalisation des processus. Ces différences pouvaient sembler mineures aux yeux des étrangers, mais au sein de la famille Beats, elles constituaient des fissures qui se creusaient à chaque saison minière. Son désir de tracer sa propre voie s'est renforcé, chaque dispute sur les machines ou les méthodes lui montrant clairement que sa vision de l'avenir ne correspondait pas à celle de Tony. C'est là qu'entre en scène Parker Schnabel, le prodige de l'exploitation aurifère. L'approche de Parker n'aurait pas pu être plus différente de celle de Tony. Jeune, ambitieux et féru de technologie, Parker représentait une nouvelle vague de l'exploitation minière. Son équipe travaillait comme une machine bien huilée et son utilisation de techniques basées sur les données lui a permis de se démarquer dans l'industrie. L'ascension de Parker n'a cependant pas été sans controverse. Il a souvent été opposé à Tony aux yeux du public, leur rivalité alimentant d'innombrables débats sur la vieille garde contre la nouvelle. Bien que Tony ait rejeté Parker comme un débutant trop confiant, les résultats de Parker parlent d'eux-mêmes. Le point de rupture est survenu lors de l'une des saisons les plus difficiles de la famille Beats. Les pannes d'équipement. Le mauvais temps et la pression croissante de Tony ont créé une tempête parfaite de frustration. Se sentant acculé, sous-estimé et de plus en plus en désaccord avec la façon dont les choses étaient gérées, l'aîné des enfants Beats a commencé à chercher ailleurs. Pendant ce temps, Parker connaissait une année exceptionnelle, amassant des records en or et prouvant que ses méthodes fonctionnaient. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Parker cherchait à s'agrandir, et l'idée de travailler avec quelqu'un qui pourrait réellement apprécier les idées innovantes est devenue trop tentante pour être ignorée. Lorsqu'il a annoncé qu'il quittait l'équipe des Beats pour rejoindre Parker, la réaction a été rapide et brutale. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement un changement de carrière, c'était une trahison du nom de famille. L'équipe des Beats avait toujours été synonyme de loyauté, et ce départ a été ressenti comme une gifle à tout ce qu'il représentait. Comme on pouvait s'y attendre, Tony était furieux. In public. Il a conservé son attitude bourrue qui le caractérise, en éludant les questions sur la situation. In privé. Cependant, il était clair que cette décision l'avait profondément blessé. Pour Tony, ce n'était pas seulement une perte professionnelle, c'était une blessure personnelle. Du côté de Parker, gagner un membre de l'équipe Beats était un coup de maître. L'ajout d'une personne avec des années d'expérience et des connaissances approfondies a donné à Parker un avantage significatif dans un domaine déjà compétitif. Ce changement a semblé revigorer son nouveau coéquipier, permettant à des idées innovantes de prendre enfin forme sans conflit constant.
Les deux hommes partageaient un respect mutuel, et leur partenariat a rapidement commencé à produire des résultats impressionnants. Les connaissances en matière d'exploitation minière efficace s'accordaient parfaitement avec l'approche avant-gardiste de Parker, ce qui en faisait une équipe formidable. Mais les tensions au sein de la famille Beats étaient loin d'être terminées. Monica et Mike, deux frères et sœurs, se retrouvèrent pris au milieu de la querelle. Tous deux avaient choisi de rester avec leur père, et ce départ leur laissa un goût amer. Monica, en particulier, se débattait avec un sentiment de trahison, tandis que Mike essayait de se concentrer sur le bon fonctionnement de l'entreprise familiale. Les réunions de famille devenaient tendues, avec un ressentiment tacite pesant dans l'air. Le lien autrefois indestructible de la famille Beats était désormais mis à rude épreuve. Dans la communauté minière, les avis étaient partagés. Certains admiraient l'audace de ce départ, le considérant comme un pas vers l'indépendance et la croissance. D'autres qualifiaient ce geste de trahison, accusant l'aîné d'avoir abandonné la famille pour son propre bénéfice. Le drame a alimenté la rivalité entre Tony et Parker, transformant ce qui était déjà une compétition acharnée en une bataille acharnée. Les fans de la série et les initiés de l'industrie ont regardé avec impatience, disséquant chaque mouvement et spéculant sur ce qui allait se passer ensuite. Une grande décision peut tout changer, apportant à la fois des succès et des difficultés que personne n'attendait. Un nouveau chemin fondé sur la détermination. Pour l'individu au cœur de tout cela, la décision de rejoindre Parker était bien plus qu'une simple question d'exploitation minière. C'était une déclaration d'autodétermination. Prouver sa capacité à réussir sur le plan personnel. En dehors de l'ombre de l'héritage de Tony, a eu un prix élevé. La relation déjà compliquée avec son père s'est encore plus fracturée. Si le succès professionnel était venu rapidement, le prix personnel a été indéniable. Pendant ce temps, Tony essayait d'aller de l'avant. Il redoubla d'efforts dans ses opérations minières, se concentrant sur la reconstruction et prouvant que l'équipe Beats pouvait prospérer sans le membre disparu. Mais ses proches savaient que son absence avait laissé des traces. Tony était fier de sa capacité à affronter n'importe quelle tempête. Mais cette tempête en particulier était quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. La perte n'était pas seulement un coup dur pour l'équipage. Elle rappelait que même les familles les plus fortes ne sont pas à l'abri de la division. L'équipage de Parker, renforcé par ce nouveau membre, a continué à établir de nouveaux records. Leur succès a servi de justification, mais a également creusé le fossé avec la famille Beats. Alors que l'équipe de Parker célébrait ses victoires, l'équipe Beats a continué à se battre, déterminée à prouver qu'elle pouvait concourir au plus haut niveau. La rivalité entre les deux équipes est devenue encore plus intense. Chaque médaille d'or et chaque revers étant scrutés à la loupe par les fans et les critiques. Cette histoire est celle de l'ambition, du conflit et de la lutte pour trouver sa place dans un monde dominé par des personnalités hors du commun. Elle nous rappelle que la loyauté est une arme à double tranchant et que la quête de l'indépendance a souvent un prix. La décision de partir n'a pas été facile, mais c'était une étape nécessaire pour définir un nouvel héritage. Pour Tony, ce fut une douloureuse leçon sur les complexités de la famille et du leadership. Et pour Parker, ce fut un coup de maître stratégique qui a consolidé son statut d'un des opérateurs les plus avisés du secteur. Alors que la poussière retombe, l'avenir reste incertain. Le nouveau partenariat ne montre aucun signe de ralentissement, mais les cicatrices laissées sur la famille Beats mettront du temps à cicatriser. Seul le temps pourra répondre à la question de savoir si ce changement sera finalement perçu comme un pari audacieux ou une trahison imprudente. Une chose est sûre, dans le monde à enjeu élevé de l'exploitation aurifère, où des fortunes sont gagnées et perdues à chaque saison, le drame est loin d'être terminé. L'exploitation de l'or ne se résume pas à faire fortune. C'est aussi un bouillonnement d'ambitions brutes, de machines lourdes et de personnalités conflictuelles. L'émission de télé-réalité Gold Rush n'a jamais hésité à montrer à quel point cela peut devenir compliqué et dramatique lorsque l'on mélange des gens avec la fièvre de l'or et une énorme pression. Au fil des saisons, la série a été le théâtre de nombreuses querelles enflammées, certaines explosives, d'autres qui couvaient sous la surface, mais toutes divertissantes à regarder. Ces tensions proviennent souvent de pannes d'équipement, de cibles manquées ou simplement de personnalités qui ne s'accordent pas. C'est le genre de drame qui tient les téléspectateurs en haleine. Mais pour les mineurs, c'est une dure réalité à laquelle ils ne peuvent échapper. Dès la première saison,
L'équipe d'Hoffman a préparé le terrain pour le chaos qui pourrait survenir. Mené par Todd Hoffman, ce groupe d'espoir était plein de rêves, mais manquait d'expérience. Leur manque de savoir-faire s'est rapidement transformé en une recette pour le désastre, avec des pannes d'équipement constantes et des résultats d'exploitation médiocres qui ont ajouté au stress. Les choses ont atteint un point critique lorsque Jim Dorsey et Greg Remsburg se sont affrontés d'une manière que personne ne pouvait ignorer. Les esprits s'échauffent. Les coups fusent et le départ de Dorsey ressemble plus à une éruption qu'à une résolution. L'équipe va encore plus loin en démolissant sa cabane abandonnée, presque comme pour effacer les mauvaises ondes qu'il a laissées derrière lui. Avance rapide jusqu'à la saison 7 et Dave Turin se retrouve en désaccord avec Trey Paulson. Il ne s'agissait pas d'un simple désaccord. Il s'agissait d'une véritable bataille d'ego qui s'est transformée en véritable bagarre. Turin, chargé de gérer une équipe, a fini par fournir du matériel à l'opération la plus réussie de Paulson. Le déséquilibre des succès était déjà assez grave, mais lorsque leur frustration s'est transformée en coup, il est devenu évident que travailler ensemble n'était plus une option. Après des années de loyauté envers l'équipe d'Hoffman, Turin s'est retiré, marquant la fin d'une époque pour l'un des acteurs les plus réguliers de la série. Les rivalités naissent de conflits d'idées et de fierté, laissant des traces à la fois sur le travail et sur la vie personnelle. Les luttes de pouvoir de la ruée vers l'or. Une autre querelle légendaire a été la lutte de pouvoir qui oppose Parker Schnabel et Tony Beets. Schnabel, le jeune génie, a d'abord vu Beets comme un mentor. Cependant, le style pragmatique de Beets et ses attentes très élevées ont rendu leur relation plus explosive que collaborative. Au fil des ans, leurs différences sont passées du mentorat personnel aux rivalités professionnelles. L'accès à la terre et la royauté provoquant des affrontements constants. La saison 8 a vu l'une de leurs plus grandes confrontations lorsque Beets a débranché l'usine de lavage de Schnabel, brandissant son autorité comme une arme. Schnabel a riposté à sa manière en déversant des excès de terre sur les terres de Beets, prouvant ainsi qu'il ne se laisserait pas faire si facilement. Leur relation, marquée par un respect réticent et des frictions constantes, reste l'une des dynamiques déterminantes de la série. Les tensions ne se limitent pas aux rivalités entre les équipes. Même au sein du camp Hoffman, le conflit semblait inévitable. Dans la saison 1, Dakota Fred Hurt a rejoint l'équipe et a immédiatement irrité les gens. Sa langue acérée et son attitude critique n'ont pas été bien accueillies, en particulier par James Harness, qui est devenu une cible fréquente des critiques de Fred. La tension entre eux a perturbé la fragile unité du groupe, créant une poudrière qui semblait prête à exploser à tout moment. Puis, dans la saison 3, le comportement arrogant de Dustin Stans en tant que contremaître a conduit à une nouvelle série de conflits internes. Son attitude a poussé la patience de l'équipe à bout, le forçant à manger humblement et à s'excuser juste pour que l'opération continue. La saison 11 a apporté un nouveau tournant à l'équipe de vétérans militaires de Fred Lewis. Si leur camaraderie était admirable, le stress de l'extraction de l'or a mis à rude épreuve leurs liens les plus solides. L'un des moments marquants a été lorsque Lewis s'est heurté à Johnny Stans sur des décisions cruciales, déclenchant une dispute qui a menacé de faire dérailler les efforts de toute l'équipe. Lewis s'en alla, frustré, laissant le reste de l'équipe se demander s'il parviendrait à tenir le coup. Les pressions liées à l'exploitation aurifère ont une fois de plus prouvé qu'aucune fraternité ne pouvait complètement protéger un groupe des conflits internes. Les luttes de leadership ont également alimenté de nombreux drames au fil des ans. Parker Schnabel, souvent le plus jeune patron du chantier, a dû faire face à sa part de résistance de la part des membres d'équipage plus âgés et plus expérimentés. Son style de gestion agressif et sa volonté inébranlable d'atteindre les objectifs n'ont pas toujours été bien accueillis, ce qui a donné lieu à des conflits notables, comme celui avec Dean Toshak dans la saison 9. La frustration de Toshak face aux méthodes de Schnabel a mis en évidence les défis que représente la direction d'une équipe où l'expérience et la jeunesse s'affrontent souvent. Ces moments ont souligné à quel point il est difficile d'équilibrer ambition et travail d'équipe dans un environnement à enjeux aussi élevés. La pression financière a été une autre source incessante de friction. Au cours de la saison 10, Rick Ness a dû faire face à des dettes croissantes et à une série de pannes d'équipement. Le stress de la chasse à l'or avec des ressources en baisse a créé une atmosphère tendue, avec des désaccords sur les priorités et les stratégies qui ont fait surface.
Pendant ce temps, les projets d'expansion ambitieux de Tony Beat ont souvent donné lieu à des conflits au sein de sa propre famille. Alors qu'il réclamait des opérations de dragage plus importantes, la pression s'est répercutée sur son équipage, y compris sur ses propres enfants. Kevin Beats, en particulier, s'est retrouvé en désaccord avec les exigences incessantes de son père, une dynamique qui s'est jouée de manière dramatique dans la saison 15 lorsque Kevin s'est aventuré seul. Leur lutte de pouvoir et leur conflit personnel ajoutaient une couche supplémentaire de complexité à une opération déjà instable. Les drames familiaux ne se limitaient pas au clan Beats, même s'ils occupaient souvent le devant de la scène. La tension entre Tony et Kevin symbolisait les défis plus vastes que pose la combinaison entre affaires et famille. Qu'il s'agisse de contrôle, d'ambition ou simplement de visions différentes de l'avenir. Leurs désaccords ont mis en évidence à quel point les relations personnelles peuvent ajouter un tout nouveau niveau de difficulté à une industrie déjà difficile. En regardant leurs querelles se dérouler, il est clair que si l'or peut briller, ce sont souvent les liens familiaux qui en pâtissent le plus. Au fil de ces nombreuses saisons, Gold Rush nous a montré que la quête de la richesse ne se résume pas seulement à la terre, aux machines et aux pépites brillantes. Il s'agit de personnes, de leurs ambitions, de leurs défauts et des collisions parfois catastrophiques entre les deux. Chaque conflit, qu'il soit déclenché par des égos, des finances ou de simples malentendus, ajoute un autre chapitre au drame en cours de la série. Pour les mineurs, ces combats sont réels, avec des enjeux qui vont bien au-delà de ce que nous voyons sur nos écrans. Mais pour les spectateurs, ces querelles rappellent que le véritable prix de l'or ne se mesure pas en onces. Il se mesure en relations éprouvées et parfois brisées. Les moments explosifs de Gold Rush servent de microcosme de la condition humaine, où l'espoir, la cupidité et la résilience s'entrechoquent de manière imprévisible. C'est ce regard brut et sans filtre sur les gens sous pression qui fait que les fans reviennent saison après saison. Les plus grandes querelles de la série ne sont pas seulement divertissantes. Elles reflètent les efforts que les gens sont prêts à faire pour poursuivre leurs rêves, même si cela signifie brûler des ponts en cours de route. Et tant qu'il y aura de l'or à trouver, vous pouvez parier que le drame continuera à s'approfondir. Chaque nouvelle saison apporte de nouveaux visages, de nouveaux défis et la même question, jusqu'où iront-ils pour devenir riches? Des terres difficiles du Klondike à sa propre voix. L'histoire de Kevin Beats raconte comment il a laissé sa marque dans l'exploitation aurifère. Du Klondike au projecteur, né le 10 juin 1988. Kevin Beats est né dans une famille où l'or coulait plus profondément que les veines du Klondike. Ses parents, Tony et Minnie Beats, n'étaient pas n'importe quel couple. Ils étaient des légendes du monde minier, et il était le premier de leurs 3 enfants, avec un frère cadet, Mike, né en 1990 et une sœur, Monica. Nés en 1993, les frères et sœurs Beats ont grandi, entourés du rugissement des machines lourdes et du grincement de la poussière d'or. Pour lui, l'extraction de l'or n'était pas seulement un travail en coulisses, c'était un mode de vie hérité avant même qu'il sache tenir une pioche. Dès son plus jeune âge, son terrain de jeu n'était pas un jardin, mais le terrain accidenté du Klondike. À 13 ans, il connaissait déjà les mines. Son père, Tony Beats, a veillé à ce qu'il reçoive une éducation de première main, non pas dans les livres, mais en transportant des pierres, en réparant des machines et en voyant des fortunes se créer et se perdre en un clin d'œil. Ayant grandi dans un tel environnement, il a appris que travailler dur n'était pas une option, mais la règle. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il développe une attitude de dur à cuire, qui correspondait à la personnalité pragmatique de son père. Lorsqu'il a eu 19 ans, les responsabilités se sont accrues. À cette époque, il ne se contentait pas d'aider. Il dirigeait également des équipes sur la concession de Paradise Hill. C'était un travail aux enjeux élevés, et il a prouvé qu'il pouvait le gérer. Des années d'expérience dans les opérations minières lui ont donné un avantage dont la plupart des gens de son âge ne pouvaient que rêver. Mais il ne s'est pas arrêté là. Alors qu'il aurait pu s'appuyer sur la réputation de sa famille, il a choisi de tracer sa propre voie, une décision qui allait façonner son avenir de manière inattendue. Sa soif de connaissance l'a éloigné des mines, du moins temporairement. Il s'est inscrit à l'Université du Nouveau-Brunswick, où il s'est lancé dans un mélange inhabituel de leadership interdisciplinaire et d'informatique. Après avoir obtenu son diplôme en 2012, il en est ressorti avec plus que de simples connaissances théoriques.
Son éducation lui a donné une nouvelle façon d'aborder l'exploitation minière, en combinant technologie et leadership dans une formule qui s'est avérée inestimable. Alors que d'autres considéraient l'exploitation aurifère comme une affaire de force et de courage, il était prêt à mettre son intelligence à contribution. Fort de son diplôme, il est revenu à l'entreprise familiale avec de nouvelles idées et une détermination renouvelée. Entre 2011 et 2013, il a dirigé le campement Eureka, un projet minier crucial qui a renforcé son rôle de leader. Sa gestion ne se limitait pas à assurer le bon fonctionnement des opérations. Elle visait également à repousser les limites. Il a trouvé des moyens de rendre le processus plus rapide, plus sûr et plus efficace, prouvant que les méthodes modernes pouvaient fonctionner de concert avec les techniques d'exploitation minière traditionnelles. Mais ses talents ne se limitaient pas au leadership. Il était un maître des machines, un magicien du chalumeau à souder et un génie mécanique capable de faire ronronner comme un chaton, même l'équipement le plus récalcitrant. Cette expertise pratique est devenue l'un de ses plus grands atouts. Qu'il s'agisse de fabriquer de nouvelles pièces ou de redonner vie à des machines vieillissantes, ses compétences ont permis aux opérations minières de Beats d'économiser du temps et de l'argent. Il n'est pas exagéré de dire que son savoir-faire technique est devenu l'épine dorsale du succès de la famille. Bien qu'il se soit concentré sur l'entreprise, son travail lui a également valu une place sous les projecteurs. La ruée vers l'or de Discovery Channel a fait entrer la famille Beats dans des millions de salons et il est devenu un visage familier pour les fans de l'émission. À l'écran, son expertise et son dévouement étaient évidents, mais il en était de même de sa volonté de moderniser les techniques d'exploitation minière. Il ne se contentait pas de s'en tenir aux anciennes méthodes. Il prônait l'innovation. Qu'il s'agisse de nouvelles technologies ou de pratiques plus sûres, repoussant toujours les limites de ce que l'entreprise familiale pouvait accomplir. Dans sa vie personnelle, il a trouvé quelqu'un qui partageait sa passion pour l'exploitation minière et son éthique de travail acharnée. Sa partner, Faith Ting, est devenue non seulement une coéquipière sur Gold Rush, mais aussi un pilier de soutien dans sa vie. Ensemble, ils ont navigué dans le monde à haute pression de l'exploitation minière, prouvant que des objectifs communs pouvaient constituer une base solide pour l'amour et le travail. Leur relation reflète son engagement non seulement envers sa carrière, mais aussi envers la construction d'un avenir durable dans tous les aspects de sa vie. Son histoire est celle d'un courage, d'une détermination et d'un désir inébranlable de s'améliorer. D'un jeune de 13 ans apprenant les ficelles du métier dans les mines à un diplômé universitaire qui révolutionne l'entreprise familiale, son parcours a été tout sauf ordinaire. Au fil de son parcours, il a démontré que l'exploitation minière ne se résume pas seulement à extraire de l'or. Il s'agit d'évoluer constamment et de trouver de nouvelles façons de réussir. Pour lui, l'avenir s'annonce aussi brillant que l'or qu'il a passé sa vie à rechercher, et ses contributions à l'industrie laisseront certainement une marque durable. La décision de Kevin de s'associer à Parker est-elle une décision intelligente pour l'avenir? Ou s'agit-il d'une trahison impardonnable de la loyauté familiale? Dites-nous ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.